Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon bilan lecture des mois d'avril et mai. Oui, il est temps de continuer la série des vidéos de bilan lecture. Je vous en ai proposé un récemment avec mes premières lectures de l'année 2026 et on se retrouve très prochainement avec mes lectures de cet été. Donc bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas les manquer. Et avant de vous présenter en détail mes lectures, je voulais vous parler brièvement de Nextory, une application de lecture que j'utilise au quotidien depuis maintenant plusieurs années. C'est une application que j'utilise principalement pour écouter des livres audio, mais vous trouvez également des e-books et des BD sur l'application, ainsi que des podcasts. Bref, vous avez l'embarras du choix pour vos divertissements. Et surtout, pour cet été, Nextory vous propose 60 jours d'essai gratuit de l'application avec inclus dedans 30 heures d'écoute de livres audio, ce qui est super intéressant puisqu'habituellement, mon petit code vous offre 45 jours et 15 heures de livres audio, donc là vous avez... Donc si vous partez en vacances cet été ou que vous voulez simplement coupler quelques moments de votre quotidien avec de la découverte de lecture par l'application Nextory, c'est le moment idéal pour la découvrir ou la redécouvrir si vous n'êtes plus abonné depuis plus de 6 mois. Alors bien évidemment, ne tardez pas trop si ça vous intéresse puisque cette offre est valable seulement jusqu'au 15 août, mais passé ce délai, vous pourrez bénéficier toujours de mes 45 jours d'essai gratuit et des 15 heures de livres audio. C'est juste un petit peu moins intéressant pour vous, donc si vous voulez profiter de cette offre vraiment très généreuse, c'est le moment. Et je vous l'ai pas dit, mais c'est gratuit, sans engagement, vous pouvez le résilier à tout moment, même avant la fin de la période d'essai si jamais ça ne vous convient pas. Ou au contraire, poursuivre avec un abonnement si finalement vous trouvez que ça a vraiment sa place dans votre quotidien. Et je commence ce bilan lecture avec une lecture que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver en livre audio sur l'application Nextory si cela vous intéresse. Il s'agit de 9 Months Contract de Amy Dowes, le premier tome de Mountain Maid Matcher, et clairement, j'ai très envie de continuer cette série, donc ça veut tout dire. Vraiment ici, on va suivre Wyatt Fletcher qui vit un peu reclus sur sa montagne du Colorado avec ses frères dans une toute petite ville où tout le monde se connaît, sauf que Wyatt cherche à tout prix à être père. C'est vraiment un désir de paternité qu'il a depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'il ne se voit pas du tout avec une des femmes du voisinage et vraiment, c'est pas du tout quelque chose dans lequel il se projette. Il ne cherche pas vraiment une relation, mais il cherche vraiment à être papa. Et pour ça, il va se diriger vers un centre de mère porteuse, sauf que là-bas, aucune des femmes qui pourraient donner la vie à ce bébé ne correspond aux attentes de Wyatt, jusqu'au jour où sa nièce, oui, on est ici sur une famille bien impliquée, se donne pour mission d'absolument lui trouver chaussure à son pied, si on peut dire, et elle tombe miraculeusement sur Trista, qui vient d'être refoulée à l'entrée du centre de mère porteuse. Autant dire que c'est clairement le moment idéal et propice. Mais alors, Trista, c'est vraiment une personne hyper attachante, qui aime énormément les animaux, et qui, pour justement sauver tout un centre animalier, va décider d'être mère porteuse pour pouvoir utiliser l'argent généré par cette grossesse de manière à sauver ce centre. En fait, c'est sa manière à elle finalement de trouver un deuxième travail qui est totalement cumulable avec le premier, si on peut dire. Et forcément, elle se retrouve à aller dans la montagne des Fletcher et à rencontrer Wyatt, avec qui le courant est absolument électrique au départ. Mais en fin de compte, il y a une alchimie qui se met en place entre eux très rapidement et surtout, ils vont très rapidement aller un petit peu plus loin que leur simple arrangement et développer aussi une relation amoureuse. Bref, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Attention toutefois, si vous n'aimez pas les romans spicy, passez votre chemin parce que celle-ci l'est clairement, mais j'ai vraiment adoré le sujet qui était abordé. J'ai trouvé que c'était plutôt bien traité et que c'était vraiment original parce que ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve dans toutes nos lectures, clairement pas. Donc clairement, si vous cherchez un livre qui aborde la parentalité d'une autre manière et surtout ce désir de parentalité en faisant appel à des mères porteuses, parce que je crois bien que ce n'est pas légal d'être mère porteuse en France, mais du coup ça vous permettra d'avoir un petit point de vue sur ce sujet. Et en tout cas franchement j'ai bien aimé. Je trouvais que le côté un peu familial autour de Wyatt est très intéressant et forcément j'ai très envie d'en savoir plus en découvrant aussi les histoires de ses frères et de sa nièce. J'ai également lu l'un de mes plus beaux coups de cœur, Kushinada de Alexandre Thiel et Leona Joyce, paru aux éditions Hugo dans la collection Romantes. Cette fois-ci, on est sur une histoire qui s'inspire du folklore japonais avec une fantasy, une romantasy, je dirais, qui est vraiment très prenante, à la fois douce, lente par moments et en même temps épique à d'autres. C'était franchement délectable. Dans cette histoire, on a une partie de la population qui est amenée à protéger l'ensemble de la population justement de monstres, plus particulièrement de démons. Et pour ça, ils
ils ont besoin de former des duos qui vont être efficaces au possible pour éliminer ces démons. Et on va suivre Saori qui, elle, a depuis toujours baigné dans cette tradition japonaise, depuis toujours elle a été formée pour être une Kushinada, et depuis toujours, voilà, elle vit en fait dans ce monde qui maintient les coutumes ancestrales et dans cet objectif de trouver son Kusanagi pour faire cette paire justement extrêmement puissante. Et de l'autre côté, on a Lucas qui vit en Australie depuis quelque temps et qui se plaît vraiment bien là-bas. Enfin vraiment, il a sa petite vie, hyper tranquille finalement. Il s'apprête à faire même un tour du monde avec son meilleur ami. Donc vraiment, il a une vie plutôt confortable jusqu'au jour où son grand-père japonais décède. Lui ne le connaît pas plus que ça. Vraiment, il l'a pas plus rencontré que ça dans sa vie. Mais sa mère lui impose de retourner au Japon à ce moment-là parce qu'elle est obligée pour son devoir familial d'y aller. Mais c'est aussi nécessaire que Lucas vienne également. Ça fait partie des coutumes, des traditions. C'est nécessaire de faire le deuil de cette personne alors même qu'il ne la connaît pas plus que ça. Tout ce dont il a entendu parler, c'est le fait que sa mère a fui sa famille pour une raison qui lui échappe totalement, mais en tout cas qu'elle avait fui sa famille à un moment donné. Au moment où Lucas arrive au Japon, et je vous spoil rien parce que c'est vraiment dans le tout début du roman, il va se rendre compte qu'il commence à développer des pouvoirs assez particuliers. Il y a un lien qui se fait, c'est vraiment étrange, et tout ça a un lien avec la mort de son grand-père et le fait qu'il devient le nouvel élu pour être du coup le prochain Kusanagi, et en particulier celui de Saori. Et tous deux vont devoir à la fois se former pour battre ces démons, mais aussi apprendre à vivre ensemble et à se faire confiance parce qu'il faut absolument qu'ils soient une paire forte et efficace sur le terrain. Et en même temps, Lucas doit apprendre aussi tout un pan de culture auquel il n'a jamais été habitué, même si sa mère lui a raconté des histoires de mythologie japonaise, etc., des légendes, enfin qui en tout cas jusqu'ici ne sonnaient que comme des légendes à son oreille, et en fait il va se rendre compte que finalement tout ça est vrai et qu'il a une place essentielle au cœur de tout ça à jouer, et que pour ça il faut absolument qu'il réussisse à se lier correctement à Saori. Et bien évidemment, en plus de cette quête qui les dépasse complètement, de ces différences sociales aussi, eh bien on va avoir une romance qui va se tisser entre Saori et Lucas. Vraiment un livre que j'ai adoré, qui sort complètement des sentiers battus, qui pour moi est très différent de plein de romans de fantasy que l'on voit et qui pour autant est hyper accessible aussi et qui pourra clairement vous plaire si vous aimez cette ambiance un peu japonaise et ce côté retour aux sources. Bref, je pense que vraiment vous pourrez passer un très bon moment avec celui-ci. Ensuite, j'ai continué à découvrir la saga Light Lark de Alex Aster, publiée aux éditions Lumen, avec le tome 3 Sky Shade et le tome 4 Crown Tide, donc je suis à jour dans cette saga. Oui, parce que ce que je croyais être une trilogie au départ est finalement loin d'être terminée. Alors, comment vous en dire plus sans vous spoiler les tomes précédents? Ça va être très compliqué parce que finalement, Light Lark, c'est vraiment une saga qui se dévoile au fur et à mesure du temps aussi. Et d'un autre côté, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler les tomes précédents en vous parlant des tomes 3 et 4. Logique. Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle Light Lark, c'est une saga sur base de malédiction. Une malédiction qui a lieu tous les 100 ans, en tout cas qui peut être levée tous les 100 ans. Et c'est un peu compliqué pour que cela ait lieu. En fait, ça se passe pendant le centennal et c'est clairement un moment de combat à mort. Enfin bref, vraiment pas la meilleure période du tout. Dans cette histoire, au départ, on nous dit clairement que Isla n'a pas de pouvoir et du coup, elle est obligée de faire certaines alliances pour pouvoir s'en sortir et surtout de compter sur sa ruse pour pouvoir s'en sortir. Ce qui n'est clairement pas évident, mais pour autant, petit à petit, elle trouve son bout de chemin. Mais en plus de ça, il y a toute une question de romance, de relation avec deux personnes finalement, puisqu'on est ici sur un triangle amoureux, si on peut dire, entre Oro et Grimm, donc il y a clairement deux teams, et en fait c'est deux gars qui se détestent comme pas possible. Il y en a un qui représente la nuit, l'autre le soleil, donc autant dire que même fondamentalement, par rapport à leur propre pouvoir, ils sont totalement, diamétralement opposés, et on a Isla qui, en plus de toute
les considérations politiques mais aussi stratégiques par rapport au devenir de l'île de Light va finalement devoir aussi choisir entre Oro et Grimm parce que pour les deux elle éprouve des sentiments, mais en plus de ça il y a toute une part de souvenirs qui rentre en compte, bref, de réalité un peu transformée aussi. Ce n'est pas si évident, loin de là, et en fait, tout simplement, on continue les aventures d'Isla dans cet homme-là, et on continue aussi de découvrir un petit peu plus de choses par rapport aux autres personnages, et j'ai particulièrement apprécié ça dans Crown Tide. Je trouve que ça a été hyper bien amené, et en particulier par rapport à Oro et Grimm, je trouve qu'on en apprend beaucoup plus sur eux dans celui-ci, et ça m'a vraiment donné envie même de lire le préquel, qui s'appelle Oro et Grimm, tout simplement, et qui lui reprend finalement un moment dans le passé par rapport à ces deux personnes et avant qu'elles se détestent. Finalement, je crois bien, peut-être que je me trompe totalement parce que j'ai pas lu le préquel du coup, mais j'aimerais beaucoup le découvrir. Donc voilà, j'ai passé clairement un très bon moment de lecture avec ces deux-ci et je suis très contente d'être désormais à jour dans cette saga, même si je n'ai pas encore lu le préquel comme je vous le disais, mais du coup, voilà, je vais pouvoir découvrir la suite le jour où elle paraîtra. Ensuite, j'ai lu How to Catch a Magical Light de Lily S. Morgan aux éditions Harvis, un livre que j'ai adoré découvrir. Ici, on est sur de l'urban fantasy, un de mes genres chouchous vers lesquels j'aime beaucoup me retourner de temps en temps et où je sais toujours que ce sera plus ou moins une valeur sûre, en tout cas en urban fantasy selon moi. Ici, on est sur un premier tome d'une duologie et je vous avoue qu'il me tarde de découvrir la suite parce qu'il y a encore plein de choses dont j'ai envie d'avoir les informations, voilà, plein de choses qui ont attisé ma curiosité et qui me donnent vraiment envie de lire la suite, donc franchement j'espère qu'elle sortira très prochainement. Dans cette histoire, on suit Aileen qui est la meilleure voleuse de New York. Et ce n'est pas pour rien puisque Aileen a tout simplement la capacité d'être une éclipsante, donc de se rendre invisible, ce qui vraiment est un très gros avantage lorsqu'on commet de tels larcins. À un moment donné, elle se rend dans une banque pour voler un objet précieux qui est maintenu dans un coffre-fort, elle arrive à s'infiltrer dans celui-ci et tout ça, tout se passe très très bien. Jusqu'au moment où dans cette même banque, il y a un dragon qui commence à perdre le contrôle de lui-même. Et en fait, alors faut comprendre ici que dans cet univers, les dragons sont un peu des métamorphes, ils peuvent être humains et dragons à la fois, et quand ils perdent leur contrôle et qu'ils se retransforment en dragon, clairement, c'est pas bon signe, surtout lorsque ça a lieu dans un bâtiment. Et en fait, Aileen va essayer de sauver sa peau à ce moment-là, mais en même temps de protéger les autres. Bref, c'est hyper compliqué comme situation parce que d'un autre côté, elle était clairement en train de commettre un vol, qu'elle est sous sa nature d'éclipsante, donc complètement invisible, mais elle a un certain délai pendant lequel elle peut rester invisible et que elle commence à sentir qu'elle arrive au bout de cette limite de son pouvoir et qu'elle va à tout moment recommencer à apparaître. Et c'est pas genre elle apparaît d'un coup comme ça. Non, c'est progressivement son corps commence à réapparaître, donc ça peut être juste une main, une jambe, etc. Et autant dire que c'est un peu flippant de voir juste un bout d'un être humain comme ça en extérieur. Voilà, c'est un peu particulier. Mais surtout ce qui pose problème, c'est qu'à ce moment-là, dans la banque, il y a Marlon Eaton qui est présent. L'un des agents secrets du MBI, je crois que c'est le Bureau des investigations magiques, et qui recherche activement Arlene depuis des années. Il cherche vraiment à lui mettre la main dessus parce que il sait en fait qu'il y a un éclipsant ou une éclipsante qui est derrière tous ces vols. C'est sûr et certain, les preuves montrent que c'est bien quelqu'un de cette nature-là. Et il n'y a pas 36 éclipsants à New York, clairement pas. Donc tomber sur l'un d'entre eux, c'est forcément tomber sur le coupable de ces vols. Sauf que Arlene va fuir, bien sûr, donc on s'ensuit sur une course-poursuite, etc. jusqu'à ce que finalement les choses fassent que eux deux aient besoin de collaborer ensemble, parce que finalement tout ce qui a trait à ce dragon qui a perdu son contrôle commence à prendre une ampleur bien plus grave et de nombreuses créatures commencent à perdre leur contrôle et forcément il faut à la fois les protéger mais aussi protéger le regard des créatures surnaturelles par les humains. Voilà, s'assurer que tout le monde dans ce monde finalement soit protégé aussi, qu'on ne puisse pas craindre ces créatures surnaturelles qui perdraient leur contrôle, etc. Et donc ils vont enquêter ensemble à ce sujet, ce qui est franchement très chouette. Franchement, j'ai adoré cette enquête, j'ai trouvé qu'elle était assez bien amenée finalement. Il y a un petit dénouement quand même que je n'ai pas vu venir dans cette enquête et
clairement j'ai bien aimé me laisser surprendre par celle-ci. J'ai passé un très bon moment de lecture et j'avoue que j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus parce que finalement quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a bien plus de choses derrière tout ça. Mais en même temps c'est un roman assez court et du coup je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses qui seront un peu plus développées par la suite. Ensuite on repasse sur une romance, j'ai lu Nos cœurs voisins de Alix Spark aux éditions Lemon qui était franchement trop chouette. Ici on va suivre Alex qui a une vie hyper bien rangée, qui est chef d'entreprise et qui clairement contrôle toute sa vie de A à Z et ne laisse pas la place au hasard, au désordre, à la spontanéité. Vraiment tout est cadré et contrôlé. Un peu trop psychorigide j'ai envie de dire, mais bon. Et de l'autre côté il y a Victoire qui est tout l'opposé. Victoire c'est vraiment une fille qui se laisse vivre au jour le jour, qui profite de la vie à pleines dents et qui clairement est un peu bordélique, souvent un trait de caractère qui va bien avec les personnes créatives. Du coup autant dire que quand elle crée de ses mains, puisque je crois qu'elle fait de la peinture si je me trompe pas, oui elle fait de la peinture, et bien elle en met absolument partout, bref tout l'opposé d'Alex. Sauf que Victoire se retrouve à emménager dans le même immeuble qu'Alex, dans l'appartement juste en face de celui d'Alex, et autant dire que tous deux vont de temps en temps se croiser et clairement ils sont à l'opposé l'un et l'autre, mais d'autant plus que Victoire va aller travailler dans la trattoria italienne où Alex passe son temps à aller dîner. Bref, c'est plein de moments qui vont finalement les rapprocher petit à petit et peut-être aussi leur permettre de comprendre que c'est pas parce qu'une personne est totalement à l'opposé de qui toi-même tu es que c'est pas une bonne personne, que vous n'avez pas non plus des points d'affinité, etc. Et finalement, c'est un peu ce qui va se passer. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à s'accepter l'un et l'autre tels qu'ils sont. Un livre vraiment qui surfe sur la trope opposite attract, vous l'avez compris, mais qui en même temps, je trouve, apporte un peu de fraîcheur à ça. Alors oui, il y a pas mal de clichés, mais d'un autre côté, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt touchants. On comprend un petit peu mieux aussi pourquoi Alex est aussi psychorigide. Enfin, en tout cas, il y a une explication. C'est pas juste un trait de caractère comme ça choisi au hasard, et je trouve que c'est assez intéressant de le voir dans cette histoire et de voir ces personnages qui font un pas l'un vers l'autre aussi, qui ne changent pas radicalement du tout au tout pour une autre personne, mais qui voilà, apprennent un petit peu d'un côté à lâcher prise, de l'autre côté à ajouter un petit peu de rigueur dans son quotidien, et finalement je trouve que ça fait un beau mélange très sympa. J'ai passé un très bon moment de lecture et je trouve que voilà, c'est un petit peu un petit roman rafraîchissant à lire si vous avez envie de changer d'air, de vider un peu votre tête. Il est très sympa à lire et il y a une petite touche d'humour vraiment très appréciable au cours de cette lecture. De retour en fantasy, j'ai découvert Le Chant de la Tempête de Nesrine Amari aux éditions Hugo dans la collection Stardust. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu découvrir celui-ci puisque c'est le premier tome d'une duologie, et autant dire que lorsque j'avais découvert Les Trônes Trahis, qui est un one-shot de romantasy, j'ai eu un énorme coup de cœur et je me suis dit mais pourquoi Nesrine n'écrit pas plus dans son univers? Et finalement quand elle a proposé Le Chant de la Tempête, je me suis dit voilà, ça va vraiment me plaire et j'avais trop envie de le lire, et en même temps beaucoup d'attentes pour ce livre qui pour autant a quand même été un coup de cœur. Donc autant vous dire que le niveau est plutôt haut et j'ai vraiment adoré cette lecture. C'était trop bien. Ici, on est sur une romance Enemies to Lovers, sur fond de tempête, de mer déchaînée. C'est vraiment hyper captivant. On va suivre ici Casely qui souhaite absolument intégrer la marine royale. Pour elle, c'est vraiment plus qu'un souhait, c'est une question de survie. Elle a vraiment besoin de ce job et surtout de s'intégrer finalement, et elle se doute que en intégrant la marine royale, elle sera un peu plus respectée par ses pairs. Sauf que malheureusement pour elle, elle a un lien de parenté avec un traître qui du coup pourrait l'empêcher d'intégrer la marine royale, et il s'avère que l'impératrice, qui clairement est décrite comme étant cruelle au possible, l'amène à aller retrouver une boussole magique sur une île mystérieuse. Autant dire clairement une mission impossible à laquelle Casely n'aura pas d'autre choix que de prendre part. Sauf que elle ne fait pas ça toute seule et elle a sous sa garde Calder qui a du sang de sirène en lui. Ah oui, je vous ai pas dit, mais dans cet univers, en fait, les gens craignent tellement les sirènes par leur pouvoir de persuasion des autres que du coup, ils en viennent carrément à être complètement racistes envers les personnes qui possèdent du sang de sirène. Et c'est le cas de Calder qui est clairement considéré comme un ennemi de la nation
au plus haut point et qui doit être absolument surveillé coûte que coûte. Mais bien évidemment, toute chose en cache une autre et Calder n'est pas aussi néfaste qu'il pourrait l'être et surtout va révéler certaines choses à Kelsey qui vont l'amener à comprendre un peu plus de choses par rapport aux sirènes et par rapport aux conditions de celles-ci dans cet univers et c'est franchement juste incroyable et cette fin donne absolument envie de découvrir la suite qui sort cet automne en octobre et j'ai absolument trop hâte de découvrir la suite justement pour connaître le fin mot de cette histoire. Et d'ailleurs si vous souhaitez découvrir cette histoire à votre tour, elle est également disponible sur l'application Nextory en livre audio. Ensuite, également un livre qui est disponible en livre audio sur l'application Nextory, il s'agit des Mystères d'Eversand, donc le premier tome, la suivante, mais alors les 4 tomes de cette saga de Victor Dixon parus chez Robert Laffont sont déjà publiés. Ils ont été publiés à une vitesse hyper rapprochée les uns des autres et les livres audio sont également disponibles si jamais ça vous intéresse. C'est d'ailleurs une histoire que j'ai écoutée principalement en livre audio et alors la narration était d'une qualité exemplaire comme toujours. Vraiment j'ai adoré, comme pour chaque livre de Victor Dixon, je trouve qu'il y a tout un travail qui est fait à la fois sur la narration mais aussi sur l'immersion avec des bruitages qui nous plongent directement dans l'ambiance de ce roman qui pour le coup est en plus une ambiance un petit peu lugubre et creepy donc juste parfait comme j'aime pour l'automne même si je l'ai lu au printemps, franchement c'était assez chouette quand même à ce moment-là mais je pense que la suite serait idéale pour cet automne. Ici on va suivre Bridie qui est une étudiante qui n'a pas de grands moyens, clairement pas, et elle cherche un job pour subvenir à ses besoins parce que clairement travailler à la cafette de l'université c'est vraiment pas ce qui est le plus rentable, loin de là, et elle va découvrir cette annonce qui se passe dans le manoir d'Eversand dans l'état du Rhode Island et en fait elle se dit bah ok, trop bien payé, je vais y aller et elle y va. Sauf que là-bas les choses sont un peu étranges, il n'y a pas de réseau téléphonique, les personnes qui y vivent ont l'air d'être un peu d'un autre temps, il y a plein de mystères qui lui sont cachés dans ce manoir, cette vieille dame qui est sur son fauteuil et qui a besoin d'aide au quotidien mais qui en même temps est exécrable et lui demande de faire des choses inhumaines, si on peut dire, tellement c'est ouais, d'une autre époque, voilà. Elle lui demande absolument qu'elle ait une tenue de maid, mais qui en même temps est un peu particulière puisqu'elle a été raccourcie, mais surtout, elle lui demande toujours plus. Ça va être de lui apporter 100 roses le matin, 200 roses le lendemain, et de passer son temps, voilà, à répondre à ses exigences dans la seconde où elles sont prononcées. Elle sent que finalement, toutes les personnes qui travaillent dans ce manoir sont un peu soumises finalement aux exigences de cette dame et n'ont clairement pas leur mot à dire, voilà. Et en même temps, Bridie se sent un petit peu prise de court parce que parfois, certaines choses lui tombent dessus, c'est voilà, considéré de sa faute alors qu'elle n'a absolument rien fait et elle a l'impression d'être un peu un bouc émissaire dans cette histoire et surtout elle se rend compte que voilà, c'est très étrange, qu'on lui cache forcément des choses, qu'il y a des choses qui lui sont cachées par cette famille et que c'est absolument pas normal jusqu'au jour où elle va tomber sur un journal intime et donc Bridie va essayer un peu d'enquêter sur les faits qui a pu se passer mais aussi de trouver sa place et surtout d'essayer de s'échapper de là. Et clairement, c'est hyper prenant, très haletant, je l'ai adoré. C'est décrit comme étant un thriller fantastique et vraiment, j'en avais jamais lu. Mais alors, pour le coup, je suis captivée par le genre. J'ai vraiment adoré ça et je pense sincèrement que la suite me plaira tout autant. Donc j'ai absolument hâte du coup de découvrir la suite. D'ailleurs, j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque, donc j'espère pouvoir découvrir la suite prochainement. Et enfin, ma dernière lecture que je vous présente aujourd'hui, c'est Graciela dans les abysses de Meg Medina aux éditions Lumen, qui cette fois-ci va être un roman plus jeunesse, mais qui en même temps peut totalement être lu par des jeunes adultes ou des adultes. Vraiment, ici, c'est une histoire que j'ai adorée et qui nous plonge dans quelque chose d'un petit peu plus onirique aussi. On va y suivre Graciela, une jeune fille qui jouait sur la falaise avec sa sœur jusqu'au jour où elle est tombée de cette falaise et s'est retrouvée au fond des abysses. Clairement, n'a jamais pu refaire surface et est morte au fond des abysses, mais son âme a été transformée et elle est devenue un être de la mer. Et en fait, c'est ainsi qu'elle a toute une seconde vie qui s'ouvre à elle où elle va aider les différentes âmes qui arrivent dans l'océan pour les guider finalement vers leur destinée après la mort. Et c'est absolument magnifique. Mais surtout, en plus de ça, on a une histoire où on va suivre également Rory, qui est un petit garçon
forgeron, fils de forgeron, qui vit sur Terre pour le coup et qui est bien vivant, mais qui va découvrir une arme magique qui est capable de tuer les esprits marins justement. Et il va se rendre compte qu'en fait cette arme-là, elle a fait tout un scandale à un moment donné puisque elle a été forgée par l'un de ses ancêtres dans cet objectif-là à la demande de l'un des pêcheurs et que finalement lorsque celui-ci a utilisé l'arme, il s'en est passé des choses. Bref, Roré va avoir un rôle important puisqu'il va à la fois comprendre tout ce qui est lié aux esprits marins mais aussi pouvoir les protéger de la menace des êtres terrestres finalement, des humains. Et vraiment c'est hyper intéressant d'avoir ce double point de vue où l'un comme l'autre essaie de protéger ce monde et de faire en sorte qu'il maintienne à flot. Et en même temps, voilà, j'ai adoré ça, c'était très beau, un peu poétique, onirique et en même temps très touchant par rapport au deuil. C'est vraiment un sujet qui est abordé ici et qui, je trouve, est abordé d'une manière un petit peu différente de ce que l'on peut retrouver habituellement, avec toute cette notion de vie après la mort aussi qui est très présente finalement. Bref, j'ai adoré et j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre qui, en plus de ça, nous plonge vraiment dans son ambiance. Et si je me trompe pas, l'histoire a lieu en Amérique du Sud et en tout cas on a des petits mots comme ça par-ci par-là qui sont disséminés dans le texte, qui sont en espagnol et j'ai trouvé ça franchement très chouette. Ça n'empêche clairement pas de le comprendre quand on parle pas un mot d'espagnol comme moi et en même temps je trouve que voilà, ça nous immerge encore plus dans l'ambiance et nous plonge encore plus dans ce que vivent les personnages. On est encore Alors voilà pour ma lecture des mois d'avril et mai 2026. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si on a des livres en commun dans nos lectures ou si certains d'entre vous font envie, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serais ravie de connaître vos avis ou les raisons et les livres qui vous font envie. Et bien sûr, si vous voulez soutenir mon travail et cette vidéo par la même occasion, n'hésitez pas à partager un like, un commentaire ou même un boost. Ce sera très appréciable et ça fait toute la différence. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!